Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez La Ville en pratique, votre émission sur les villes et l'urbanisme à Taïwan. Aujourd'hui, revue de presse, ça faisait un moment, il y avait eu des émissions spéciales avec les Jeux Olympiques. Alors aujourd'hui au programme, on va notamment parler des perspectives touristiques après le séisme à Hualien. On va aussi parler de pourquoi les Taïwanais se barricadent quand il y a un typhon qui passe à Taïwan. Et on va dans les différentes brèves, on va aborder plusieurs choses, des questions de transport ou encore d'espérance de vie. Et restez aussi avec nous jusqu'à la fin de cette revue de presse pour écouter juste les conseils de lecture, notamment de bande dessinée en lien avec les villes, pourquoi pas. Et aussi on va parler d'architecture avec un zoo. Allez, on commence tout de suite cette revue de presse. Nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, avec un post de blog, plus ou moins, le site Taiwan Scene, avec un article qui pose une question très intéressante par rapport aux intempéries qui ont lieu, notamment tous les étés à Taïwan, les typhons. Et la question qui est posée, c'est pourquoi les Taïwanais se barricadent-ils ? Alors la question posée aussi en préambule, c'est de savoir... Est-ce que vous avez remarqué ce phénomène intriguant des cages aux fenêtres à Taïwan et qui mélangent des particularités culturelles à des préoccupations pratiques comme sécurité et vie privée? Est-ce vous avez déjà vous demandé pourquoi ces cages sont présentes à peu près partout à Taïwan? C'est une question très amusante, très intéressante qu'on m'a aussi beaucoup posée. Pourquoi il y a autant de ces cages de fenêtres en métal qui sont sur les fenêtres des différents bâtiments taïwanais, en disant parfois que c'est même pas très gracieux, voire un peu moche. En tout cas, l'article le cite aussi, hein, effectivement. On se demande pourquoi il y en a autant partout, et on a même l'impression qu'il n'y a pas vraiment de régulation là-dessus. C'est pas tout à fait vrai. L'article souligne que dans les années 80, le gouvernement de la ville de Taipei avait l'objectif justement de supprimer ces cages aux fenêtres pour rendre la ville un peu plus belle, et qu'en 1988, qu'il y avait le directeur d'un bureau de gestion de la construction de Taipei qui avait appelé à un effort collectif pour supprimer ces cages, et en expliquant que c'était un problème commun à toute la population. À cette époque-là, justement, les promoteurs immobiliers étaient plutôt d'accord, hein. Certains ont même ajouté apparemment des clauses au contrat de vente, c'est ce que dit cet article, interdisant l'installation de ces cages de fenêtres, tandis que d'autres architectes ont essayé un peu de les intégrer dans la façade du bâtiment, de manière à rendre ça un peu plus joli. Alors, ça, c'est ce que dit l'article. J'aimerais bien vérifier, puisque les architectes à Taïwan ont tendance, notamment quand ils sont appelés par des promoteurs immobiliers, à essayer de maximiser les mètres carrés habitables. Donc j'imagine moins des architectes poussés pour intégrer ces façades, en tout cas dans les logiques immobilières taïwanaises. L'article le dit, et c'est effectivement ce qui est cité généralement quand on parle de ces cages de fenêtres, c'est que à la base, avant de parler de typhon, ces cages de fenêtres servaient à se protéger des voleurs. C'était vu comme le dernier rempart pour empêcher des voleurs de grimper sur les façades pour aller piller l'intérieur des appartements. Alors vous savez qu'à Taïwan, les bâtiments peuvent aller parfois très très haut. On peut se demander aujourd'hui s'il y a besoin de mettre une cage de fenêtre au 6e ou au 7e étage. En tout cas, ça existe toujours. Ensuite, Taïwan, qui est pourtant l'un des pays les plus sûrs au monde aujourd'hui, hein, en termes de taux de criminalité. Et c'est là où l'article s'arrête. Alors je trouve ça un petit peu dommage de s'être arrêté ici, puisqu'on m'avait expliqué, moi, une autre vision de l'importance de ces cages de fenêtres. C'était qu'en effet, avec le passage des typhons, eh bien, apparemment c'est très pratique, puisqu'effectivement, le vent et la pluie, eh bien, sont très puissants, très forts, hein, comme vous le savez certainement, et que ces cages de fenêtres vont parfois protéger les balcons, vont parfois aussi protéger les choses qui vont avoir été posées sur les balcons, que ce soit des plantes, il y a souvent la machine à laver, mais bon, ça c'est un petit peu plus difficile à imaginer se soulever, même si encore que ça peut encore arriver, le linge, etc. Et donc que ces cages de fenêtres aujourd'hui servent non plus seulement à se protéger des voleurs, mais aussi à se protéger des intempéries quand ça peut arriver. Voilà, ça c'est une autre option, une autre chose qu'on m'avait présentée, que je vous donne en plus de l'article. On continue cette revue de presse avec un article du Commonwealth qui pose là encore une autre question, hein. C'est un peu la tendance de poser des questions dans les articles à Taïwan. Après le séisme, le tourisme à Hualien peut-il se rétablir? Alors vous le savez, le comté de Hualien à l'est de Taïwan dépend beaucoup du tourisme pour son économie, notamment avec ses magnifiques gorges de Taroko, mais ces grandes gorges de marbre, hein, dont vous avez peut-être vu des superbes images, mais ça, il a été touché par un manque de groupes de tourisme chinois, à cause notamment du Covid-19, et aussi par des tremblements de terre de magnitude 7,2,
il y a plusieurs mois, qui avait dévasté la principale attraction du comté, certaines parties des gorges de Taroko. Alors comment ce comté peut espérer se redynamiser? Eh bien, c'est la question que pose cet article. Alors, l'article revient justement sur ce séisme qui est survenu le 3 avril et les répliques qui ont suivi, qui ont bouleversé le secteur touristique du comté de Roilién, à la fois parce qu'il y a des choses qui ont été un petit peu détruites et peut-être aussi parce que certaines personnes peuvent avoir effectivement un peu peur d'aller faire du tourisme dans ces zones pendant un temps, le temps que voilà, le séisme soit un peu oublié. Le ministère de l'Intérieur avait déclaré, et ça c'est l'article qu'il cite, que les gorges seraient rouvertes section par section, mais avait averti que la restauration des 2 sentiers les plus populaires du parc, qui ont été les plus durement touchés par le tremblement de terre, la grotte de l'Hirondelle et Chakadang, eh bien ça prendrait environ 7 ans. Alors Roilién a toujours misé sur sa beauté naturelle pour espérer attirer des visiteurs et maintenir son économie. Ça représente 40% de l'emploi et de la valeur de la production du comté de Roilién. Et au cours du mois qui a suivi le tremblement de terre, eh bien, le nombre de visiteurs a chuté de 73% par rapport à mai 2023, ce qui laisse peut-être présager des problèmes économiques à l'horizon, selon l'article. Et effectivement, c'est pas étonnant, et même c'est presque décent qu'après un séisme et des destructions, eh bien, les touristes n'affluent pas en masse dans une zone sinistrée. Là où c'est intéressant, c'est que l'article aussi se demande si le comté n'a peut-être pas trop misé sur le tourisme au détriment d'autres potentiels, comme par exemple une espèce de refuge pour un style de vie plus détendu, et notamment avec cette perspective des nomades numériques. Vous savez, ces personnes qui voyagent peut-être un peu à travers le monde et qui peuvent travailler depuis leur ordinateur. Vous avez souvent le cliché de ces personnes qui partent travailler à Bali ou en Thaïlande, dans un hôtel très confortable, pour un prix défiant toute concurrence par rapport à leur pays d'origine. Eh bien, voilà, l'idée c'est que Roilién, qui n'a peut-être pas suffisamment misé aussi sur ces formes-là, c'est peut-être passé de flots de personnes ou d'un potentiel économique qui aurait été nécessaire de développer un peu plus. D'ailleurs, en 2023, c'est en fin d'année dernière, le gouvernement du comté avait lancé une espèce de programme, d'initiative, une base industrielle du cloud pour fournir des espaces de vie à ces nomades numériques et espérer attirer des talents internationaux. Donc ça c'est un peu l'idée, et ça passe par offrir des lieux où se retrouver, des lieux où peut-être loger, et des activités qui vont devoir être en lien avec des activités numériques pour donner envie à ces personnes de s'y installer. Voilà, il y a d'autres éléments dans l'article qui est très riche sur cette question, notamment sur l'importance d'essayer de créer une nouvelle identité de marque sur cette localité, ou peut-être de transformer les aspects agricoles, les bases agricoles de Roilién aussi là sur des questions un petit peu d'atouts touristiques. Mais je vous invite à aller lire cet article par vous-même, on n'aura pas le temps d'en parler entièrement dans cette revue de presse. Quelques brèves pour terminer cette revue de presse, notamment des sujets dont nous avons parlé dans le journal de RTI au cours des semaines précédentes. On peut commencer par des nouveaux jumelages qui ont eu lieu à l'occasion de la réunion annuelle de l'Association des ports du Pacifique qui s'est tenue à Kaohsiung. En effet, la 110e conférence de l'Association des ports du Pacifique s'est tenue à Kaohsiung du 11 au 14 août. Au total, plus de 70 invités de 39 pays et de 30 ports ont participé, et notamment avec des nouveaux jumelages à noter entre par exemple le port de Kaohsiung, celui de Long Beach en Californie, ou encore le port de Majuri dans les îles Marshall. Plus d'infos à relire sur cette brève. L'espérance de vie devrait atteindre les 82 ans à Taïwan en 2032. C'est des chiffres que nous avons appris du ministère de la Santé qui avait tenu une première réunion de commission de promotion de la santé à Taïwan, initiée par le président Lai Ching-te, dans le but de favoriser la santé, alors que Taïwan entre dans une phase de société super âgée, signifiant que 20% de la population aura plus de 65 ans, ce qui n'est pas sans créer des problèmes démographiques et économiques. D'ailleurs, je vous ai mis une carte très intéressante réalisée par nos confrères de Chongyangche à CNA, l'agence centrale de presse taïwanaise, avec justement cette question des espérances de vie par comté et par super municipalité. On y apprend par exemple qu'en 2023 à Taipei, eh bien c'est là où l'espérance de vie est la plus élevée, 83 ans,32, contrairement à là où c'est la plus basse, eh bien c'est à Taidong, 76 ans,04. Vous avez ou par exemple si on peut citer d'autres super municipalités, dans le nouveau Taipei c'est 80 ans,96, à Geelong on est à 79,32, et si on prend le comté par exemple de Nantou, qui est le seul sans frontières maritimes, on est à 78 ans,52. Il y a un peu le détail aussi d'un point de vue historique, il y a des graphiques pour montrer que Taïwan n'est pas le niveau d'espérance de
de vie reste plus ou moins le même, il évolue d'une année à l'autre. Vous avez un détail au cours des 10-15 dernières années sur cet article de CNA qui est très intéressant. Très rapidement, l'ouverture du terminal 3 de l'aéroport de Taoyuan prévue pour 2027. Effectivement, la Taoyuan International Airport Corporation a annoncé lors d'une visite du site en construction que 42,3% des travaux du projet, j'adore quand ils font ça à Taïwan, avec des 0,3% du projet, dont le coût s'élève à 128,3 milliards de dollars taïwanais, 3,6 milliards d'euros, ont pour l'instant été achevés. Selon la compagnie, les retards sont dus au fait d'une pénurie de main-d'œuvre et qu'en ce moment, il y a 1500 travailleurs migrants, principalement vietnamiens et thaïlandais, qui sont en train de travailler sur place pour mener à bien ces travaux. Et à noter que l'aile nord du terminal doit être opérationnel dès mi-2025 et héberger des compagnies telles que China Airlines ou Starlux Airlines. Pour terminer cette émission, nos deux rubriques habituelles, on va parler cette fois-ci de lecture dans le livre, on va dire, du mois. Je vous invite à aller lire un article de Taiwan Panorama qui présente des auteurs. Donc c'est un article qui parle de livres. C'est Taïwan vu par les auteurs de bandes dessinées internationaux. Il y a plusieurs auteurs qui sont cités et donc je vous invite largement à aller vous intéresser. Alors pourquoi ça ? Parce que c'est toujours très intéressant de voir comment les auteurs de bandes dessinées vont représenter les villes taïwanaises, et là les histoires qui sont citées prennent notamment place à Taipei, mais il y en a aussi une à Hong Kong, bon c'est un peu différent forcément, mais voilà, ça vous montre des représentations graphiques de Taipei à différentes époques. C'est un peu intéressant de voir comment sont représentées ces choses, notamment est-ce qu'on dessine ou pas les cages de fenêtres dont on parlait en début d'émission. Ça je vous laisse aller découvrir sur les quelques planches qui sont présentées. Et enfin, pour l'architecture du mois, c'est plutôt un petit teasing, puisque on parlera du zoo de Kaohsiung Shoshan dans les prochaines émissions de La Ville en Pratique, puisqu'effectivement ce zoo avait remporté en 2023 le premier prix des Taiwan Architecture Awards, les prix d'architecture à Taïwan, qui sont un peu le prix le plus prestigieux qu'on peut donner à une architecture taïwanaise. On aura l'occasion de parler de ce zoo, d'essayer de comprendre pourquoi ce zoo avait remporté le prix, et donc on y reviendra très très bientôt dans les émissions qui viendront. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Ville en Pratique, votre émission sur les villes et l'architecture à Taïwan. C'était Clément Tricot. Vous le savez, rendez-vous sur la page de l'émission pour retrouver les différents liens. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, c'est toujours très important pour la visibilité de ce travail. Et aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment X, l'anciennement Twitter, @tricotclément. C'est facile à trouver. Moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.